commence par faire de la politique pour avoir le pouvoir. Puis quand on a le pouvoir, on joue à faire de la politique. Le pouvoir n'épuise que ceux qui ne l'exercent pas. Et être dans le secret. « 2000 ans d'histoire ». On dit qu'à la veille de sa mort à Trieste, le 26 décembre 1820, Joseph Fouché avait fait brûler les derniers dossiers qui faisaient de lui l'homme le plus redouté de son époque. Avec ses fichiers, ses agents secrets et les indicateurs de sa police qu'il avait introduits jusque dans la chambre de Napoléon, il était devenu intouchable. Sa puissance et son sens de l'intrigue lui avaient permis de survivre à tous les changements de régime qui, de 1789 à 1815, avaient écrasé tous ceux qui, comme lui, s'étaient engagés dans l'aventure révolutionnaire. Si bien que cet ancien conventionnel, régicide, responsable en 1793 des massacres de Lyon, avait pu devenir successivement ministre du Directoire, du Consulat, de Napoléon qui le fit duc d'Otrante et même de Louis XVIII, dont il avait pourtant fait condamner le frère à mort. Autant dire qu'avec Talleyrand, Fouché demeure une des figures les plus énigmatiques et les plus inquiétantes de son temps, le fondateur de la police moderne. Le vrai pouvoir sera aux subalternes, aux espions, aux délateurs. Personne ne saura jamais s'il est en règle, car la règle sera équivoque. Équivoque, mais redoutable. C'est ainsi que je veux la police. Indéfinie, protéiforme, invisible et toute puissante. Elle sera dans chaque conscience. Alors là, monsieur, ce sera l'ordre. Jean Tullard, bonjour. Bonjour. Alors on vient d'entendre un extrait d'un film tout à fait remarquable, Le Souper d'Édouard Molinaro, dans lequel donc Fouché est joué par Claude Brasseur. C'est un personnage assez inquiétant, en tout cas dans ce film, un fondateur de la police moderne. Et quelle police ? C'est le créateur de ce qu'on pourrait appeler le quatrième pouvoir. Il y avait déjà 3 pouvoirs, l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Apparaît maintenant le pouvoir policier. Il y aura un 5e pouvoir, la presse. De ces 5 pouvoirs, je crois que c'est celui de la police qui fascine le plus, parce que c'est celui de l'ombre, c'est celui qui échappe. L'exécutif, il est au grand jour, la presse est publiée, tandis que les archives de la police restent secrètes. Alors c'est vrai, c'est Fouché qui crée ce 4e pouvoir, qui annonce par la suite des pouvoirs policiers beaucoup plus redoutables et plus sanglants, ceux d'Himmler ou de Beria par exemple. Alors ce pouvoir, il le crée tout de même assez tard, puisqu'il en prend la tête en 1799. Il a à l'époque 40 ans. Il est né à Nantes, il faut le rappeler, en 1759, et d'une famille de la bourgeoisie nantaise. Ah, c'est de la bonne bourgeoisie, de la bourgeoisie enrichie par le trafic du bois d'ébène, c'est-à-dire par le trafic des esclaves, et le commerce triangulaire. Mais Fouché n'est pas un homme vulgaire, c'est pas un homme du peuple. D'ailleurs, à la Convention, pas plus d'ailleurs que dans les autres assemblées révolutionnaire, il n'y a des ouvriers ou des paysans. C'est la moyenne ou la grande bourgeoisie qui est représentée. Alors c'est ça, vous avez évoqué la Révolution. En 1792, il est élu député de Nantes à la Convention. Et là, tout de suite, on le voit s'engager du côté des extrémistes, du côté des montagnards, Jean Tullard. Il est élu avec une étiquette de modéré. Encore une fois, c'est un bon bourgeois et il serait proche finalement des Girondins, c'est-à-dire de la bourgeoisie de province. Mais très vite, il va s'orienter vers la montagne, c'est-à-dire vers les députés de Paris. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont eux qui tiennent le haut du pavé, ce sont eux qui font peur. Et Fouché, qui a un sens de l'opportunisme très grand, comprend très vite que si, au départ, la Convention est dominée par les Girondins, très vite, les Girondins, qui sont d'excellents orateurs, mais de piètres hommes politiques, très vite, les Girondins vont perdre la partie. Donc c'est par ambition, alors, selon vous ? Par ambition,
Assurément, par prudence aussi. Il faut se retrouver dans le camp du vainqueur. En période de révolution, il faut toujours savoir où ne pas se mouiller, où être dans le camp du vainqueur. Par prudence, il va quand même très loin. Il vote en janvier 93 la mort de Louis XVI, ce qui lui sera constamment reproché. Il propose même des mesures extrémistes, pour l'époque le monopole de l'État sur l'instruction et même l'abolition de l'enseignement religieux. Lui qui venait du séminaire, qui avait été chez les oratoriens, qui avait été professeur chez les oratoriens, sans avoir été prêtre. Oui, ça, il n'a pas été prêtre. Mais pourquoi fait-il ces prises de position? C'est le fait qu'il a le sentiment que les montagnards eux-mêmes risquent de perdre la partie. Qui est le véritable maître de Paris, c'est-à-dire au fond de la Révolution à l'époque, nous nous plaçons, c'est le parti hébertiste. C'est lui qui tient la Commune, c'est lui qui tient les sections de Paris. On dirait l'extrême gauche c'est aujourd'hui. C'est donc l'extrême gauche. Or, Fouché va vers l'homme fort du moment, et donc il prend les positions des hébertistes. Un soir disait Condorcet à plus d'un confrère, j'ai dans la tête un projet qui pourra vous plaire. Il nous faut, mes chers amis, établir en ce pays une république d'une forme unique, dont on voulait de Louis porter la couronne, mais bientôt à mes avis dont on s'abandonne. Car il pense comme moi que rien ne vaut mieux, ma foi, qu'une république bien démocratique. On porte aux cieux un héros tant qu'il est utile. On jouit de ses travaux, ensuite on l'exile. Cela n'est pas trop décent, mais c'est l'usage pourtant d'une république bien démocratique. Sans craindre d'un importun les discours infâmes, nous mettrons tout en commun jusque à nos femmes. Si nous agissons ainsi, c'est pour mieux saisir l'esprit d'une république bien démocratique. Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Fouché. Et on vient d'entendre une chanson de la Révolution dont on ignore l'auteur, Le Grand Projet par Chantal Grimm. Alors le Grand Projet, Jean Tullard, à l'époque, c'est évidemment la République. Fouché fait partie de ceux qui la veulent et de la manière la plus brutale, puisqu'en 1793, il est envoyé en province pour écraser le soulèvement de plusieurs villes avec des méthodes qui plus tard rendront difficile une réconciliation avec les royalistes. On écoute un autre extrait du souper. Fouché est Talleyrand, Claude Brasseur et Claude Rich. Le roi, dans sa grande bonté, pourrait essayer d'oublier les mariages républicains de Nantes. Je n'ai fait qu'aider Carrier. L'aider à ligoter nus l'un contre l'autre une nonne et un prêtre, et à les envoyer s'aimer dans le fond de la Loire. Tout nus. Avouez tout de même. Et à Lyon, votre façon de faire la justice républicaine. Enfin, Fouché. J'aurais réprimé un soulèvement royaliste. En parquant les suspects par centaines dans un coin de caserne et en faisant tirer dessus au canon. Fouché. Au canon. Ah oui, j'étais très nombreux. C'est parce que le canon est moins précis que le fusil que vous lanciez les cavaliers sur les corps pour finir le travail au sabre. Non, c'est parce qu'on était pris dans le feu de l'action, alors. Et il y a si longtemps. Votre jeunesse jacobine avait de ses inventions. C'est un autre extrait donc du souper. Alors c'était terrible, la répression par Fouché quand il était représentant en mission, là, à Lyon surtout, je crois. Oui, à Lyon. À Nantes, c'est Carrier. Fouché était député de Nantes, mais n'est pour rien dans les noyades de Nantes. D'ailleurs, l'extrait que nous avons entendu le suggère bien. À Lyon, ce qui a surtout frappé les esprits, comme le
le dit très bien Briseville dans sa pièce, c'est l'usage du canon. C'est-à-dire que l'on mettait les condamnés sur une rangée, et puis on mettait un canon en face et un boulet de canon fauchait toute la rangée. Pourquoi ? Parce que ça économisait la poudre. N'oubliez pas que la France est assiégée sur toutes ses frontières et qu'il fallait donc faire des économies. Et c'est vrai que le boulet de canon, s'il tuait les premiers de la rangée, les derniers étaient relativement épargnés. Alors, c'est la légende. Le Fouché s'adressait aux morts là, qui étaient là et il leur disait « Si certains ont été épargnés par le boulet républicain, qu'ils se redressent, la République leur pardonne. » C'était terrible. Alors les types se redressaient et ils étaient effectivement achevés à l'arme blanche. On comprend pourquoi Jean Tullard, ensuite on n'a pas pu lui pardonner ou oublier cela. Tous les royalistes évidemment se souvenaient du Fouché représentant en mission à Lyon. Qui n'était pas le seul, Barras, Lebon à Arras, bien d'autres. Pourquoi ? Il faut bien comprendre, c'est la terreur. La terreur, ça signifie qu'il faut frapper les esprits par des mesures de répression qui terrorisent l'adversaire. On ne se pose pas la question pourquoi on promenait les têtes coupées au bout de piques, etc., dans les rues de Paris et autres. C'était pour frapper l'adversaire. Après, l'adversaire ne bouge plus. Mais comment expliquer dans ces conditions, Jean Tullard, que Fouché ait pu être épargné lorsque Robespierre a été renversé le 9 Thermidor en juillet 1795, puisqu'il était lui aussi un des extrémistes. Oui, mais il était dans la conjuration contre Robespierre. Il y a une il avait senti le vent, alliance. Il a senti tout de suite le vent. D'ailleurs, il était condamné à être dans le camp des adversaires de Robespierre, puisqu'il était devenu l'ennemi de Robespierre. Là encore, une légende veut qu'il ait fait la cour un temps à la sœur de Robespierre. Oui, parce qu'elle a rencontré Robespierre à Arras. Arras, il le connaissait très bien, et qu'ensuite il ait abandonné la sœur, ce que Robespierre, qui ne rigolait pas, n'a pas pardonné. Donc, il y avait un conflit entre les deux, et Fouché a été de ceux qui, à la Convention, ont déterminé les députés du Marais, c'est-à-dire ce centre amorphe dont le basculement fait le vainqueur sous la Révolution. C'est parce que le Marais bascule en faveur de la montagne que la Gironde est éliminée. C'est parce que le Marais bascule en faveur de Robespierre que Danton est éliminé. Et là, il fallait le faire basculer contre Robespierre, et Fouché était l'un des acteurs. Donc il a eu des ennuis. Il a été suspendu. Il a vraiment connu une période difficile. Mais c'est vrai qu'à l'inverse de Carrier ou de Lebon, autre terroriste, ou de Fouquier-Tinville, lui, l'un des grands acteurs de la terreur, n'a pas été guillotiné. Et il va renier son passé, il va renier ses amis, et il va devenir donc en 1799, le 20 juillet très exactement, nommé par son ami Barras, il va devenir ministre de la police. C'est un poste, il faut le rappeler, Jean Tullard, qui est assez nouveau. On sait que la Révolution a mis en place un régime policier, mais il n'y avait pas vraiment de police avant 1796. Non, la police se relevait sous la terreur du comité de sûreté générale. Sous l'Ancien Régime, il y avait un lieutenant général de police, on se souvient de l'Arénie, de Sartine et de quelques autres, mais qui était dans la main du roi. Ce qui fait que la création de ce ministère de la police, création qui intervient parce que le ministre de l'Intérieur avait trop d'attributions. On leur on dit qu'il ne pourra pas tout faire. Oui, il y avait tout, le ravitaillement, l'économie. Alors on crée ce ministère de la police, mais qui est un ministère subalterne qu'on donne à un personnage qui est encore un personnage malgré tout secondaire, Fouché. Et c'est Fouché qui va donner à ce ministère une importance que l'on n'avait pas prévue. Il va en faire effectivement un instrument redoutable, donc au service du consulat, du directoire d'abord, parce qu'il est nommé sous le directoire, du consulat qui arrive juste après, de l'Empire, donc des régimes qui, grâce à Fouché, vont disposer d'un extraordinaire réseau de renseignements. Le renseignement, monseigneur. Tout savoir sur l'individu. Le démasquer, le déchiffrer, l'ouvrir, acheter la femme qu'il aime, et extorquer à ses enfants ce qui va lui coûter son honneur, peut-être sa tête. Ah, quel plaisir, monsieur, que de mettre un homme en face de l'inavouable. Faut voir sa figure à mesure qu'on le découvre, épouvanté, méconnaissable. Une bougie qui coule. Et qui éclaire votre vie. Il se croyait bien à l'abri sous le brocart et les honneurs. Mais quand on perce la dorure, monsieur, tout se pue qui s'écoule. C'est
c'est encore évidemment Claude Brasseur dans le rôle de Fouché, c'est terrible, c'est la façon dont il décrit la manière dont il va organiser sa police, le renseignement. Oui, c'est déjà plus la police d'Himmler et de Beria que celle de Fouché, n'exagérons pas quand même, mais il est vrai que la police de Fouché a été redoutable. Mais surtout, la grande astuce de Fouché, c'est d'avoir fait croire qu'elle était redoutable. Il avait des espions partout. Oui. On dit même qu'il payait, qu'il stipendiait Joséphine pour savoir ce qui se passait dans le lit de Napoléon. Enfin, dans le lit, en tout cas dans la tête de Napoléon. Oui, alors, vous savez, c'est lui qui répandra la légende que partout où des gens se réunissent, là nous sommes 3 dans le studio, et bien si Fouché était ministre de la police, l'un de nous 3 Lequel? L'agent. Caramba, il est ce qu'on ne peut pas savoir. Donc, il avait effectivement énormément d'agents secrets. Nous savons qu'il avait ces agents secrets. Nous ne les connaissons pas parce que les numéros qui désignaient ces agents secrets ont été gardés, mais on n'a plus la grille, car il a brûlé la plupart de ces papiers. Alors, c'est donc une police faite, d'une part, d'agents secrets, mais aussi de provocateurs. On comprend, on y reviendra à cette police, mais enfin on comprend quand même, à écouter ce que l'on vient d'entendre, et même à vous entendre, Jean Tuillard, quand même que le portrait de Fouché soit plutôt celui d'un personnage déplaisant. C'est ainsi en tout cas que le décrivent ses contemporains et les écrivains du 19e siècle, la revue de texte Stéphanie Duncan. Oui, de Fouché, je n'ai pas trouvé beaucoup d'éloges. En 1793, tout de même, pendant la Révolution, l'ultra-jacobin Chaumette chante ses louanges et ça donne déjà froid dans le dos. Écoutez, le citoyen Fouché a opéré des miracles, dit-il. Fanatisme détruit, fédéralisme anéanti, gens suspects arrêtés, crimes exemplaires punis, accapareurs poursuivis et incarcérés. Tels sont les travaux du représentant du peuple Fouché. Donc rien d'étonnant, parce qu'après la Révolution et l'Empire, Fouché incarne le mal absolu, la ruse, l'opportunisme le plus cynique. Même Napoléon, à Sainte-Hélène, règle ses comptes avec son ancien ministre. L'intrigue, dit-il, lui était aussi nécessaire que la nourriture. Chateaubriand n'a que haine et mépris pour Fouché, qui donc, en 1793, avait voté la mort du roi. Dans le cercle des bêtes féroces, dit Chateaubriand, Fouché avait l'air d'une hyène habillée. Il haleynait les effluves du sang. Alors le même Chateaubriand, à la Restauration, rencontre par hasard à un dîner celui qu'il appelle tout simplement le crime. Bavard, ainsi que tous les révolutionnaires, battant l'air de phrases vides, Fouché débitait un ramas de lieux communs farcis de destin, de nécessité, de droit des choses. Il affectait de parler des plus affreux désastres, avec légèreté et indifférence, du peu de valeur d'une tête qui tombe. Je sortis en haussant les épaules au crime. Un autre écrivain du début du 19e, Charles Nodier, est fasciné par l'immobilité et la froideur du regard de Fouché. Je me demandais par quelle incroyable opération de la volonté on pouvait ainsi parvenir à éteindre son âme, à faire rentrer le regard dans un invisible étui, comme l'ongle rétractile des chats. Alors Fouché, qui incarne aussi le terrible pouvoir de la police, on l'a dit, est évidemment partout dans les romans de Balzac. Fouché, dit-il, se réservait une grande partie des secrets qu'il surprenait et se ménageait sur les personnes un pouvoir supérieur à celui de Bonaparte. Et Fouché apparaît même à la fin du 19e dans une pièce de boulevard de Victorien Sardou, Madame Sans-Gêne. Alors ça se passe pendant la Révolution, et alors que les patriotes risquent leur vie à prendre les Tuileries et à faire basculer la monarchie, Fouché, lui, discute tranquillement avec Catherine, la belle blanchisseuse, en attendant que ça se passe, mais elle n'a pas sa langue dans sa poche. Voilà un homme qui est tout le temps à brailler avec les autres, vive la liberté, à bas le tyran. Et quand les patriotes vont se faire crever la peau, il reste là, derrière sur sa chaise. Vous n'avez donc pas de sang dans les veines ? À chacun son rôle, répond Fouché. Il y a ceux qui font les révolutions. Moi, je suis plutôt organisateur. Alors c'est plutôt des portraits déplaisants de Fouché. Même son physique le desservait, Jean Tuillard. Surtout son physique. Ce que l'on vient de citer de Chateaubriand, on le retrouve aussi chez Napoléon, qui dit à Sainte-Hélène que Fouché avait un physique hideux. Alors bien sûr, les portraits que l'on voit souvent sont des portraits retouchés. N'oubliez pas qu'à cette époque, il ne faut pas se fier du tout aux portraits. On n'arrive pas à distinguer un Masséna d'un Davout. Pratiquement, c'était toujours les mêmes portraits, très, très retouchés. Et l'organisateur dont on vient d'évoquer effectivement le rôle, l'organisation de sa police. Alors, c'est une police parfaitement organisée, avec surtout des agents remarquables.
car Fouché, oui, mais il y a aussi ses subalternes. Vous avez à la direction de la police de sûreté Desmarais, qui a laissé des mémoires, 15 ans de haute police, devant lesquels Sainte-Beuve était fasciné à consacrer un de ses lundis. Vous avez à la préfecture de police le préfet Dubois, et qui est un homme, lui aussi, particulièrement doué, qui ambitionnera constamment la place de Fouché. La police politique à la préfecture de police est sous la main de Bertrand. C'est un ancien imprimeur de Compiègne qui est célèbre pour ses pratiques de torture. On coince les doigts de celui qu'on veut faire parler contre un chien de fusil ou entre deux planchettes. Et c'est lui qui dit « On ne se trompe jamais ici », que quand on met un homme en liberté. Et c'est lui d'ailleurs qui a engagé Vidocq comme... C'est Henri. Alors c'en est un autre, oui. C'est Henri qui dirige la police judiciaire et qui était déjà là à l'époque de la lieutenant générale et qui, perclus de rhumatisme, qui ne sort jamais de son bureau, mais qui, à partir des indices, est capable de reconstituer toute une affaire. Et puis, il y a le merveilleux Bouche Sèche, au nom évocateur, qui est un géographe, spécialiste de l'Indus, où il n'a jamais mis les pieds en bon géographe, mais il a publié des livres là-dessus, et qui, lui, est l'homme de la censure. C'est lui qui enverra le marquis de Sade à Charenton. Et je pourrais vous en citer bien d'autres. Beffara, commissaire de police, c'est lui qui, le premier, a trouvé la date exacte de la naissance de Molière dans les archives notariales. Et tous ces gens-là sous les ordres donc de Fouché, qui inquiétaient tellement Napoléon qu'après l'avoir gardé pendant une dizaine d'années, il y a eu 2 ans d'interruption, en 1802, 1804, mais a finalement l'a mis, de côté, l'a envoyé pratiquement en exil en quelque sorte, mais le ménageait parce qu'évidemment Napoléon, Fouché savait beaucoup de choses sur lui, donc il l'a fait duc d'Otrante, il l'a couvert d'honneur, et Fouché a dû partir effectivement à l'étranger. Il n'était donc pas là en 1814, au moment de la première abdication, quand Talleyrand favorise le retour de Louis XVIII. Fouché est nommé pendant les 100 jours à nouveau ministre de la police, c'est-à-dire que Napoléon avait besoin de lui, et c'est Fouché qui va trahir Napoléon en 1815, juste après Waterloo. C'est son grand moment. C'est le très grand moment. Et il y a une chose très remarquable, c'est que vous remarquerez que les ministres de la police ne survivent jamais au changement de régime. Or, Fouché survit au changement de régime du 19 Brumaire, puisqu'il était dans le coup d'État, et il survit au changement de régime de 1815, puisque de ministre de la police de Napoléon, il devient ministre de la police de Louis XVIII. Et c'est ça qui a surtout frappé les contemporains. Le grand moment, c'est 1815, après Waterloo, la trahison de Fouché, qui restaure Louis XVIII, et mieux que Talleyrand, puisque Talleyrand, ça n'avait duré que quelques mois. Et qui se met au service de Louis XVIII grâce à Talleyrand, avec lequel, précisément, il rencontre Louis XVIII. C'était le 7 juillet 1815, sous les yeux d'un témoin célèbre, Chateaubriand. Tout à coup, une porte s'ouvre. Entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime. Monsieur de Talleyrand, soutenu par monsieur Fouché. La vision infernale passe lentement devant moi, pénètre dans le cabinet du roi et disparaît. Fouché venait jurer foi et hommage à son seigneur. Le féal régicide, à genoux, mit les mains qui firent tomber la tête de Louis XVI entre les mains du frère du roi martyr. L'évêque apostat fut caution du serment. Chateaubriand. Mémoire d'outre-tombe. Le 7 juillet 1815, vers 11h du soir. C'était le portrait célèbre et de Talleyrand et de Fouché par Chateaubriand. Le vice et le crime, c'est vraiment magnifique. C'est la plus belle page, je crois, de la littérature française, en tout cas la plus belle page de Chateaubriand. Elle a marqué à tout jamais les deux vieux traîtres, Fouché et Talleyrand, qui, entre parenthèses, se détestaient, se jalousaient et qui se trouvent réunis dans la même opprobre par cette page magnifique des Mémoires d'outre-tombe. Le crime ou les crimes de Fouché n'ont malgré tout pas payé, parce qu'en fait, Louis XVIII va prendre Fouché à son service, puis très vite, il va être mis complètement sur la touche, puisqu'il va mourir en exil, très loin, à Trieste. Ce n'est pas tellement le roi qui l'écarte.
se serait accommodé de Fouché. Et c'est que, curieusement, Fouché et Talleyrand vont perdre les élections qui vont suivre la deuxième restauration de Louis XVIII. Et c'est là une chose très curieuse, c'est qu'alors qu'ils sont maîtres du gouvernement, maîtres du corps préfectoral, que les élections se font au régime censitaire, seuls votent les riches, dans les chefs-lieux de préfecture, ce sont donc des élections qu'ils ne devraient pas perdre. Ils les perdent, c'est une majorité ultra qui va les balayer. Et pourquoi? Chercher dans ces cas-là la femme. D'un côté, Talleyrand traverse une dépression amoureuse. La future duchesse de Dino vient de l'abandonner après l'avoir aidé beaucoup à Vienne. Et nous savons que Talleyrand déprime complètement. Quant à Fouché, il vient de faire un mariage avec une ravissante mademoiselle de Castellane. Il est amoureux. Les amoureux perdent toujours les élections. Et il va donc mourir très loin de France, à Trieste, où il va être enterré d'ailleurs pendant très longtemps, pendant 55 ans, jusqu'en 1875. Il était d'ailleurs tellement, quand il est mort en 1820, tellement déformé par les rhumatismes, je crois qu'il a été enterré assis, et c'est ainsi d'ailleurs qu'il est rentré en France dans son château de Ferrières. C'est une légende, il est enterré à Ferrières, et je vous invite, après cette émission, à aller déposer une rose sur la tombe de Fouché à Ferrières, ce n'est pas loin de Paris. Eh bien merci Jean Tullard de nous avoir rappelé donc la vie de Joseph Fouché, une vie tout à fait étonnante, que l'on peut retrouver bien sûr aussi en vous lisant dans un livre que je recommande, une biographie de Fouché, qui a été publiée chez Fayard en 1998. Je recommande aussi la lecture du dictionnaire Napoléon, qui a été donc écrit sous votre direction et publié également chez Fayard. 2 autres biographies de Fouché aussi, celle d'André Castelot aux éditions Perrin, et puis le Fouché de Stefan Zweig, un livre paru en livre de poche chez LGF. Vous avez pu entendre des extraits du film Le Souper, l'excellent film Le Souper d'Édouard Molinaro, d'après la pièce de Jean-Claude Briseville, avec Claude Brasseur et Claude Rich, et disponible en cassette vidéo chez TF1 Vidéo. Vous pouvez écouter, vous le savez, notre émission sur Internet n'importe quel jour à n'importe quelle heure, sur le site www.franceinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire, ou téléphoner au service des relations avec les auditeurs au 08 36 68 10 33, 2 francs 21 la minute. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Henri Berec, documentation Elsa Boublil et Christine Villarcan, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac. Une émission de Patrice Gélinet.